Akuriap. Altaouro Kumar Mashbi, peut-être. Alors, je vais commencer par une chose. Vous connaissez certainement ce proverbe malgache, non? Qui signifie littéralement l'éducation, c'est le plus beau des héritages. Ou encore la citation de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Ces mots sont très forts et ils devraient guider chaque citoyen du monde. Et moi particulièrement, ces mots m'ont accompagné et m'ont aidé à surmonter tous les obstacles qui étaient sur ma route pendant les 20-25 ans d'études. Mais au cours de mes dernières années, mes 10 années en tant que enseignant-chercheur, j'ai remarqué beaucoup de choses. J'en ai compris certaines seulement. La première, c'est que tout change et tout évolue. Vous allez me dire, mais c'est évident, n'est-ce pas? Mais vous serez étonné par les informations erronées qu'on nous a enseignées depuis le début. La première, par exemple. Souvenez-vous, à l'école primaire, nos instituteurs nous ont enseigné que Madagascar avait la forme d'un pied gauche, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous choquer, mais ce n'est pas vrai. Non. Madagascar n'a pas la forme d'un pied gauche. Les terres émergées de Madagascar ont la forme de pied gauche. Mais Madagascar dispose également d'une vaste étendue de mer, une zone exclusive économique, comme on l'appelle, qui fait le double, plus du double de la superficie des terres émergées. Ça, c'est Madagascar aussi. N'est-ce pas? Il y a aussi une autre information. Les forêts tropicales sont le poumon du monde. Les forêts de l'est de Madagascar sont les poumons de Madagascar. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Hein? Dans la mer, cette étendue de mer qui fait plus d'1 million de kilomètres, il y a les phytoplanctons. Il y a aussi les écosystèmes marins comme les herbiers de Phanérogan qui sont tout aussi importantes que les forêts tropicales. Et en fait, ces écosystèmes marins séquestrent même plus de carbone que les forêts tropicales. N'est-ce pas? Et à part ça, il y a d'autres exemples de choses qu'on nous a enseignées mais qui n'étaient pas forcément vraies. Mais avant de continuer, j'ai une petite question. Avant de parler de quelque chose que j'aime bien, qui d'entre vous connaît les récifs coralliens? Levez la main, s'il vous plaît. Les étudiants de l'IHSM n'ont pas le droit de lever la main. S'il vous plaît. Récifs coralliens. D'accord. Il y en a très peu. Et qui d'entre vous, alors, ont déjà vu le film Nemo ou Dory? Vous connaissez. Vous connaissez Dory et Nemo. Alors, ces poissons, les Nemo et Dory, ce sont des poissons qui vivent sur les récifs coralliens, dans les récifs coralliens. Cet extraordinaire habitat construit par les coraux. Alors, c'est quoi les coraux? Désolé, je vais vous parler de quelque chose de scientifique, mais les coraux, un corail, c'est une colonie de plusieurs milliers, voire des centaines de milliers d'individus qu'on appelle polypes. C'est un petit animal qu'on voit peut-être sur l'image, même si l'écran est un tout petit peu. Cet animal qu'on appelle polype, cet animal qui mesure que quelques millimètres, sécrète du carbonate de calcium qui va construire ce squelette dur et qui va construire les récifs coralliens. Et vous savez que les plus grands récifs coralliens au monde, c'est la Grande Barrière d'Australie. Vous avez certainement entendu parler de ça. La Grande Barrière d'Australie fait 2000 km. Et ce sont ces petites créatures de quelques millimètres à peine qui construisent un écosystème de 2000 km. Là, dans ma main, j'ai un fragment de corail mort d'exactement 2,1 cm.
Et ce fragment de corail mort est composé de, je vais vous le passer après pour regarder, pour vérifier, il y a 97 polypes sur ce petit fragment. Mais en fait, non, laissez comme ça. Mais en fait, si on regarde au microscope, le polype, c'est un animal, c'est un méta-organisme, comme on l'appelle. Ce n'est pas qu'un seul animal. Ce n'est pas un seul individu. Il y a beaucoup de choses qui vivent avec eux. Il y a beaucoup d'espèces qui vivent à l'intérieur même de l'animal, de l'hôte. Il y a des algues, il y a des virus, il y a des bactéries. Et l'animal ne peut pas survivre sans les algues, sans ces symbiotes. Des milliers d'espèces. Et on commence seulement à creuser là-dessus. Et c'est cette interaction écologique, c'est cette interaction symbiotique entre l'hôte, ou l'animal si vous voulez, et ces symbiotes qui donnent la force, qui donnent de l'énergie au corail, au récif corallien pour s'adapter aux différents changements environnementaux de la Terre. Les coraux ont même résisté à la période de glaciation. Ils sont toujours là. Et actuellement, avec le réchauffement climatique, le réchauffement de la température de la mer, et même l'augmentation du taux de carbone, dioxyde de carbone, on parle d'acidification de la mer. Donc dans 100 ans, la mer va être plus acide qu'il est maintenant. Et même si les corails, ces polypes de quelques millimètres font partie des animaux les plus sensibles au monde, eh bien, figurez-vous que les études ont démontré qu'ils vont s'adapter à ce changement grâce à cette interaction symbiotique. Pourquoi je parle de ces micro-organismes que vous n'avez jamais vus peut-être? Parce que je pense que quel que soit aussi petit que vous soyez, quelle que soit votre sensibilité, quelles que soient les difficultés, lorsque vous vivez en symbiose avec votre environnement, vous êtes capable, chacun, de changer votre environnement. On est capable de changer le monde. Seulement avec ce caractéristique de devenir méta-organisme et de vivre en symbiose avec plusieurs espèces. Pas plus tard qu'hier, des personnes que je connaisse, qui me connaissent, m'ont demandé « Mais comment tu as fait pour passer de l'école primaire publique de Beruru et donner un cours à l'université Harvard en tant que professeur invité ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'ai fait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai bénéficié et je bénéficie encore d'interactions symbiotiques très importantes dans ma vie, autour de moi. Les plus importantes d'entre elles, d'abord, c'est celle de ma mère, qui m'a permis d'accéder à l'université. C'est la clé, comme la précédente présentation a dit. Mais l'autre aussi, la plus importante, c'est mon interaction avec mon épouse, qui m'a donné toute l'énergie pour surmonter tous ces obstacles et être là aujourd'hui où je suis. Et être là aujourd'hui où nous sommes en tant que famille. Mais ce n'est pas tout, hein. Évidemment. Il y a d'autres choses que j'aimerais vous partager. Alors, une chose que j'ai remarqué aussi, vous avez peut-être déjà remarqué vous avez peut-être vu cette photo du prince William à la naissance de son fils, qui donne, puisqu'on me filme, je ne vais pas faire le geste, mais j'espère que vous pouvez voir à l'écran. Il fait un doigt d'honneur, le prince William. Mais j'espère aussi que vous avez vu l'autre image. C'est exactement au même instant. La première image lui montre faire un doigt d'honneur. Mais qui en fait, ce n'est pas un doigt d'honneur. Je ne sais pas le contexte, mais peut-être qu'il dit que je vais avoir 3 enfants. Mais quel est le message ici? Ce que je veux vous faire passer, c'est
osez d'abord, ne restez pas sur l'observation du fait, de l'image, de l'information que vous voyez, que ce soit au téléphone, à la radio ou n'importe où. Osez évoluer de la simple observation à la compréhension approfondie, à la connaissance approfondie du contexte. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette information? C'est seulement comme cela que vous pouvez passer à une intelligence, une compréhension intelligente d'une information. Osez changer de point de vue, c'est ce que je veux dire. Qui dit que cette carte est incorrecte? S'il vous plaît, levez la main pour ceux qui peuvent voir cette carte. Est-ce qu'elle est incorrecte? Levez la main pour ceux qui disent qu'elle est incorrecte. 1, 2. N'ayez pas peur, ce n'est pas un examen. Si vous pensez que cette carte est incorrecte, levez la main. Ah, ok, c'est vrai. Mais non, cette carte n'est pas incorrecte. C'est une carte officielle. La carte qu'on nous a appris, qu'on nous a enseignée, la représentation cartographique qu'on nous a enseignée depuis des années, depuis des siècles, c'est une convention. C'est juste une convention. Hein? Sinon, si vous dites que cette carte est incorrecte, ça voudrait dire qu'il y a une incohérence. Est-ce que ça voudrait dire en fait que si on montre le sud en haut de la carte, est-ce que ça voudrait dire que, en fait l'autre carte je veux dire, est-ce que le ciel au-dessus de nous est en fait en dessous de la terre? Hein? Si vous pensez que cette carte est fausse, ça voudrait dire que le ciel au-dessus de nous est en dessous de la terre, n'est-ce pas? Alors que ce n'est pas vrai. Dans l'espace, dans l'univers, il n'y a pas de dessus, il n'y a pas de dessous. Ça n'existe pas. C'est juste une convention. Donc sachez juste que vous devrez avoir la connaissance que cette carte existe aussi. Cette autre représentation, cet autre point de vue du monde existe aussi et que vous pouvez l'utiliser. Bon, en tant qu'étudiant, je ne vous conseille pas de l'utiliser parce que ce n'est pas sûr que votre prof va accepter. Mais vous pouvez l'afficher chez vous, dans votre chambre, par exemple. Bon, moi, je préfère l'autre. Je préfère celle-ci où l'Afrique est au milieu, où Madagascar est au milieu, où la région Andouille est au-dessus. Hein? N'est-ce pas? Je préfère celle-là. Ben, en fait, non, ne changez pas. Il y a une autre information aussi que je voulais vous partager, c'est que on dit toujours l'Afrique est un petit continent. Les Africains sont des petits peuples qui n'arrivent à rien. Mais on accepte tout ça, on accepte toutes ces conventions, et on accepte tous ces préjugés parce que c'est ce qu'on nous a enseigné depuis des siècles. C'est ce qu'on nous a appris. Et le point de vue qu'on a aujourd'hui, c'est juste le résultat. La perception qu'on a aujourd'hui, c'est juste le résultat des enseignements qu'on a appris, qu'on a eus durant notre vie. Ce que je voulais dire pour terminer ma présentation, c'est ça ne dépend pas des écoles. Avoir ce point de vue différent, on n'apprend pas ça à l'école. Mais c'est à nous, chacun d'entre nous, de changer de point de vue. C'est à nous, individuellement, de changer pour que, si chacun d'entre nous essaie de changer, même seulement 30% d'entre nous changent de point de vue, changent de manière d'être, l'interaction symbiotique que ça va créer va donner une intelligence collective qui va booster notre pays, booster notre société. C'est seulement si chacun d'entre nous changeons de point de vue, changeons de la manière de percevoir le monde, qu'on peut aller dans ce sens-là et avoir une intelligence collective. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.